Bonsoir à tous. Je reçois sur le plateau le nouveau directeur général du CHU de Guadeloupe, Éric Guyader, qui a pris ses fonctions le 15 septembre 2022. Pour brosser de manière succincte son parcours, de 1985 à 1993, il a été inspecteur des affaires sanitaires et sociales en Martinique. Par ailleurs, il a eu une formation d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales à l'École des hautes études en santé publique de janvier 2003 à juillet 2005. Et pour être un petit peu plus près de ses fonctions actuelles, il a été le directeur général du centre hospitalier de Beauvais de Crèvecoeur-le-Grand de 2012 à 2022. Nous en saurons certainement un petit peu plus tout de suite. Merci Éric Guyader d'avoir accepté mon invitation. Voilà donc, est-ce que vous pouvez rapidement compléter ce parcours professionnel? Écoutez, effectivement, vous avez raison. J'ai commencé ma carrière en Martinique. C'était mon premier poste à l'époque et c'est vrai que c'est une expérience qui m'a marqué. D'une part parce que les Antilles, on ne peut pas y venir de manière indifférente. Ça, c'est forcément une expérience qui nous touche, qui nous marque. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un contexte tellement différent de celui qu'on peut connaître en métropole. Les enjeux sont démultipliés, et notamment dans le domaine de la santé ou du social. On mesure toute l'utilité que l'on a lorsqu'on est professionnel de santé. Je ne dis pas qu'en métropole, on ne le mesure pas, mais ici, c'est quand même extrêmement exacerbé. Mais ça peut faire peur aussi. Oui, ça peut faire peur, et c'est vrai que c'est... comment dire, ça vous prend aux tripes. Hein. Donc, mais en même temps, en ce qui me concerne, en tout cas, ça a été une expérience fondatrice. Et comme j'étais déjà dédié au service public, c'est vraiment là que j'ai compris le sens du service public au bénéfice de la population. Alors, il y a une question que tous les Guadeloupéens se posent après tout ce qui s'est dit sur le CHU de Guadeloupe, tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à accepter ce poste de directeur général? Et écoutez, je pense que ce qui est absolument passionnant dans le challenge que je vais relever, pas tout seul, hein, avec les équipes du CHU, c'est qu'on se doit de faire face à un certain nombre de défis qui sont absolument extraordinaires, mais pour lesquels il y a des perspectives d'évolution. Premier de ces défis, c'est la modernisation. C'est vrai que quand vous allez aujourd'hui au CHU, et la première impression, elle est quand même plutôt négative, tout simplement parce que les locaux sont particulièrement vieillissants, abîmés. On va dire vétustes. Vétustes, on peut le dire. Oui. Déjà, chercher à se garer, c'est une gageure. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus un CHU qui, dans son bâti, est adapté à la prise en charge qu'on est en droit d'attendre en tant que patient. Donc ça, c'est vraiment le premier défi, celui de la modernisation. Modernisation... Qui va arriver avec le nouveau CHU. Alors, qui va arriver avec le nouveau CHU, mais il faut s'y préparer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir de nouveaux locaux que du jour au lendemain, on va passer dans une autre ère. Il faut aussi moderniser le système d'information. C'est pas forcément aujourd'hui le point fort du CHU de la Guadeloupe. Il faut continuer à moderniser les équipements. C'est vrai qu'ici, les équipements souffrent davantage de par tout simplement le climat. Ça demande un renouvellement plus fréquent. Et là, on se heurte à un troisième défi, qui est le défi médico-économique. C'est-à-dire que c'est une structure qui souffre énormément, qui n'a pas, à ce jour, les moyens de ses ambitions. Pour les avoir, il faut absolument développer l'activité. Mais pour développer l'activité, il faut avoir la confiance de la population. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Mais comment développer cette activité? Manque de moyens. Alors, dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est impossible en l'état? Alors, c'est impossible en l'état parce que je pense que le premier sujet, c'est quand même, en dehors des locaux dont j'ai parlé, des équipements qui sont modernisés, du système d'information qui n'est pas à la hauteur de ceux dont on a besoin aujourd'hui, c'est aussi un établissement qui est
qui est fracturé, qui est fragmenté par tout ce qui s'est passé ces dernières années et encore ces derniers mois. C'est vrai que l'incendie, les cyclones, la crise Covid qui a été terrible ici sur la Guadeloupe, la vaccination ou la non-vaccination d'une partie des professionnels a rendu les choses encore plus difficiles qu'elles ne l'étaient. Donc aujourd'hui, le premier sujet pour que vraiment on arrive à enfin évoluer, c'est d'apaiser un petit peu les esprits et c'est de donner à chaque professionnel la possibilité de travailler sereinement. Alors on va y arriver, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus? Vous dites que le système d'information n'est pas performant. Alors, qu'entendez-vous par là? Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin, pour fonctionner, vous dans votre métier, moi dans le mien, d'informatique. Lorsque les outils ne répondent pas à vos besoins, quand je parle du CHU, je parle notamment des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un dossier patient informatisé. Il faut qu'il soit accessible, il faut qu'on puisse le partager avec les autres professionnels de l'établissement ou avec les professionnels libéraux. Ça veut dire un système d'information qui est mature. Est-ce qu'on peut dire qu'il est obsolète aujourd'hui? Il est obsolète et il ne répond pas aux besoins. C'est pratiquement le premier reproche que j'entends lorsque je rencontre les équipes. Et plus avant même aujourd'hui l'architecture, qui pourtant n'est pas optimale, avant même les équipements, avant même parfois les médicaments qui peuvent manquer, c'est un système d'information qui répond pas aux besoins, tout simplement. Quand vous dites avant même les médicaments, on serait tenté de se dire que les médicaments passent avant. Oui, mais c'est des besoins qui sont quotidiens. C'est ça que je veux dire. C'est que aujourd'hui, vous avez besoin, lorsque vous êtes médecin, d'accéder à un dossier patient. Vous avez besoin de savoir quelle est l'antériorité de ce patient. En termes de sécurité, c'est essentiel. Vous avez besoin de le partager avec ou l'équipe avec laquelle vous travaillez ou avec des autres équipes avec lesquelles vous voulez travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prise en charge d'un patient, c'est pas à un instant T par un professionnel de santé, c'est par une équipe. Et le rôle essentiel aujourd'hui en termes de développement, on parle de qualité du soin. Qualité du soin, c'est d'abord la qualité du parcours. Et la qualité du parcours, c'est la possibilité pour le médecin traitant d'échanger avec le médecin hospitalier et inversement. Aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce que c'est la volonté qui manque? Est-ce que c'est le financement? Comment est-ce que vous abordez la question? C'est un ensemble de raisons qui font qu'il y a cette difficulté-là aujourd'hui à surmonter. Ça passe par de l'investissement, c'est évident. Ça passe aussi très certainement par un accompagnement des professionnels chargés du sujet en termes de développement de compétences. C'est évident. Aujourd'hui, c'est quand même une des thématiques qui évolue le plus vite. Donc, c'est extrêmement complexe de rester performant toute sa carrière. Ça passe par de la formation, ça passe par un accompagnement et un management des équipes. Alors, vous dites que c'est un défi, il y a des enjeux. Alors, jusqu'ici, on a vu la situation de notre CHU. Est-ce qu'on peut dire que vous avez, pour réussir, vous avez des atouts que votre prédécesseur n'avait pas? Toujours très difficile de répondre à ce type de questions. Gérard Cotellon, que tout le monde connaît ici, bien sûr, est un professionnel. Je dis bien est, puisque même s'il n'est plus DG du CHU de la Guadeloupe, il est toujours un professionnel avec de nouvelles responsabilités. C'est un professionnel reconnu dans la profession. Donc, il serait bien présomptueux de ma part de dire que j'ai des atouts que lui n'avait pas. Ça, c'est évident. Je pense que ce qui s'est passé il y a quelques mois à travers la crise Covid, à travers l'obligation vaccinale des professionnels de santé, clairement a été difficile à vivre sur les Antilles. Je dis bien sur les Antilles parce que en métropole, on n'a pas rencontré les mêmes résistances à la vaccination. Donc c'est un sujet qui a été absorbé dans le quotidien. Ça n'a pas vraiment posé problème. Ici, c'est devenu un problème presque de société.
De personnes? En tout cas de société. En tout cas de société, et ce qui fait que les positions se sont figées, se sont braquées, et qu'il a été difficile à un moment d'en sortir. Oui. En tout cas, est-ce que vous vous dites que là où il a échoué, vous pouvez réussir? Alors, déjà, je dirais pas là où il a échoué, là où l'institution a échoué. C'est pas forcément une question de personne. C'est d'abord une question de collectif. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le collectif du CHU de la Guadeloupe se fédère positivement autour des enjeux. Les enjeux, j'ai parlé de la modernisation. On le verra demain à travers le transfert vers le nouveau CHU, qui est une chance extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Il y a très très peu d'établissements en France qui sont refaits à neuf, qui sont reconstruits et qui sont financés à 100% par l'État. Il n'y en a pas un seul. Le seul qui est financé à 100%, c'est celui du CHU de la Guadeloupe. En plus, avec un outil qui répond à toutes les normes antisismiques, des normes de prévention sur le plan cyclonique. Tout est mis en place pour que demain, on ait un outil de travail qui réponde vraiment aux besoins. Au-delà de ça, il y a d'autres défis qui sont à résoudre. Parce que c'est vrai que ça va apporter des réponses sur le plan de la qualité du soin, ça va apporter des réponses sur le plan de la qualité hôtelière. On en est convaincu. Maintenant, comment on développe la confiance à la fois des professionnels dans leur CHU et des patients dans leur CHU. Je pense que c'est l'enjeu premier. Parce que quand je rencontre des personnes au quotidien, du CHU ou hors CHU, la premier mot qu'ils ont, c'est quand même souvent très critique par rapport au CHU, même si après discussion, ils reconnaissent que au final, les soins qu'ils ont reçus ont pu être à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Que reprochent ces personnes au CHU et je serais tentée de vous dire quels sont les problèmes qui gangrènent le CHU de Guadeloupe. Je pense que le premier sujet, il touche à la fragmentation de ces équipes. On sent encore aujourd'hui des tensions qui restent fortes, même si ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a quelques mois. Il faut pouvoir apaiser ces tensions, les dépasser, et comme je le disais tout à l'heure, vraiment aboutir à fédérer les équipes sur les projets, sur le positif. J'ai rencontré, je n'ai pas vu encore tous les services, j'en ai vu un certain nombre. Moi, j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des infirmières, des cadres, des aides-soignantes qui ne demandent qu'à bien travailler dans de bonnes conditions et qui sont demandeurs d'apporter cette qualité de soins aux patients. Est-ce que le discours, c'est de dire « attendez le nouveau CHU » ? Non, surtout pas. Surtout pas. Il faut d'ores et déjà changer ce que l'on peut changer, apporter des réponses là où on peut les apporter. Il faut surtout pas se dire que on attend 2 ans et puis on verra bien. Non, il faut préparer. La préparation et un déménagement hospitalier, c'est en soi un défi énorme parce qu'il faut penser à tout dans l'organisation à venir. Non seulement il faut penser à tout, mais il faut se mettre d'accord sur tout, c'est-à-dire quelle surface, pour quel service, pour chacun. Comment on va travailler demain dans ce nouveau CHU? Il faut un travail d'appropriation. Et ce travail d'appropriation, bien sûr, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se forme dans l'appréhension par l'ensemble des professionnels de ce que sera leur outil de travail demain. C'est essentiel, vraiment essentiel. Vous avez d'ores et déjà une feuille de route bien établie? Ou est-ce que vous vous dites, je verrai ce qui se passe et puis au fur et à mesure, je vais m'adapter à ce qui se présente? Aujourd'hui, les objectifs et les actions qu'il faut mener à bien, elles sont clairement identifiées. Enfin, pour moi, c'est simple et compliqué à la fois. Je vous dis, c'est travailler sur le parcours de soins, c'est assurer la sécurité de la prise en charge du début jusqu'à la fin, c'est développer des outils qui permettent
aux professionnels de communiquer en interne et en externe autour du dossier patient. L'enjeu, les enjeux, ils sont clairement identifiés. Maintenant, le travail qui est à faire avec les équipes, c'est de définir ensemble, parce que moi je peux avoir des idées, je sais, j'ai pu manager d'autres établissements, j'ai pu mener des projets, mais concrètement, je vais réussir qu'à partir du moment où je serai en capacité de travailler avec les équipes qui sont là. Et pour les premiers contacts que j'ai eus, je n'ai pas de doute sur la bonne volonté des équipes que j'ai rencontrées, qu'elles soient médicales ou soignantes ou administratives ou techniques. Votre carte personnelle sera-t-elle la conciliation ou la fermeté? Je pense que c'est un équilibre entre les deux. Je pense que là, il faut, comme je l'ai dit, apaiser les tensions, mais en même temps, je pense qu'il est important d'être exigeant sur la qualité du service rendu. Je mets toujours en avant une définition que Paul Ricoeur donne de l'éthique, qui est à la fois une définition simple, mais qui en même temps est très significative de ce qu'on attend de nous. Paul Ricoeur dit « L'éthique, c'est rendre compte parce qu'un autre compte sur nous ». Je pense que l'on soit directeur, que l'on soit médecin, que l'on soit infirmière, il est important de savoir qui est cet autre qui compte sur nous. Alors bien sûr, c'est le patient. Je dirais, c'est la réponse, on va dire, un peu facile pour un professionnel qui travaille à l'hôpital. Ce n'est pas que le patient. C'est aussi le collègue qui travaille dans la même équipe que nous. C'est aussi le collègue qui travaille dans une autre équipe. Et c'est en ce sens que non seulement il faut apaiser, mais aussi fédérer, c'est-à-dire créer véritablement une union qui permette de relever vraiment les enjeux qui sont devant nous. Vous avez parlé de la situation financière du CHU et il n'y a pas que vous, hein, ceux qui vous ont précédé en parlaient déjà. On peut dire que c'est une équation qu'on n'a pas pu résoudre jusqu'ici. Comment faire entrer les finances au niveau du CHU? Il y a un certain nombre de fondamentaux qu'il nous faut consolider. Je pense que les crises successives ont fragilisé ces fondamentaux. Aujourd'hui, on a des recettes qui ne rentrent pas parce qu'on ne facture pas en temps et en heure. On a encore des séjours de 2021 qui ne sont pas facturés, qui ne sont pas facturés à l'assurance maladie, qui ne sont pas facturés aux mutuelles. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous manque dans nos caisses, dans notre trésorerie, l'argent qu'aurait dû rapporter ces séjours. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire en termes de gestion pour que les factures et donc ce qui est dû au CHU soit effectivement facturé à nos débiteurs, de façon à ce que nous, on puisse aussi nous-mêmes payer nos propres factures. Mais est-ce par manque de personnel ou par laxisme du personnel? Écoutez, moi, j'interprète simplement les choses en considérant que cet établissement a été secoué par des vagues successives. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu les cyclones, il y a eu l'incendie, il y a eu le Covid. Il faut mesurer déjà dans un établissement qui allait bien au moment du Covid. C'était un séisme, le Covid, mais vraiment. C'est-à-dire en tant qu'hospitalier, on a vécu à travers la prise en charge du Covid quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Jamais. Aujourd'hui, dans tous les établissements, on s'en remet difficilement. C'est vrai ici, comme c'est vrai dans les autres établissements hospitaliers. La phase post-Covid est encore plus dure que la phase de prise en charge du Covid. C'est très, très dur. Mais ce virus a révélé les forces et les faiblesses de chacun, à titre personnel, comme a révélé aussi les forces et les faiblesses du collectif. Le collectif a fait face, a permis de prendre en charge des patients, parfois dans des conditions difficiles, extrêmement difficiles, mais forcément, on s'est recentré à ce moment-là sur l'essentiel, sur la priorité qui était la prise en charge du patient. Et on a pu laisser de côté un certain nombre de missions qui pour autant sont essentielles, telles que la facturation, et qu'aujourd'hui, il nous faut rattraper. Donc, je ne suis pas dans une recherche de coupable. Je dis juste que cet établissement a beaucoup souffert.
Et aujourd'hui, il faut faire preuve de résilience pour passer à autre chose. Et c'est important qu'on l'accompagne. Mon objectif, mon défi, c'est vraiment d'accompagner les équipes dans cette évolution-là. Avez-vous quand même l'intention de remanier un petit peu le personnel, notamment l'équipe de direction? Est-ce que vous avez l'intention de faire évoluer des personnes, de changer cette équipe de direction? Vous savez, à partir du moment où on définit, on redéfinit, on clarifie, on porte un certain nombre d'ambitions, d'objectifs, il y a ceux qui s'y retrouvent, qui partagent. J'ai dit tout à l'heure que ma définition d'éthique, c'était rendre compte parce qu'un autre compte sur nous. Il est évident que cette définition d'éthique, soit elle est partagée, et auquel cas, il n'y a aucun souci, et tous ceux qui voudront bien apporter leur contribution seront les bienvenus, soit elle n'est pas partagée parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs, et auquel cas, je pense que ça sera mieux effectivement que certains puissent trouver d'autres perspectives d'évolution. En tant que directeur, est-ce que vous savez si le sous-directeur doit s'en aller, s'il reste à vos côtés? Comment ça va se passer? Monsieur Solezzi, puisqu'on parle Oui. de lui, a assumé des fonctions, et d'ailleurs je lui ai rendu hommage il y a encore quelques jours pour le travail qu'il avait fait. Il a assuré la continuité de la fonction de direction à un moment où c'était particulièrement difficile, à un moment où lui-même était touché personnellement par ce qu'il avait vécu, à la fois à titre personnel et aussi dans les luttes qu'il avait menées auprès de Gérard Cotellon. Aujourd'hui, moi j'aimerais qu'il reste, très sincèrement, parce que c'est vraiment un homme de valeur, et je pense qu'il a énormément donné pour le CHU de la Guadeloupe. Maintenant, si demain il souhaite évoluer, et je le comprendrai aussi, parce que c'est vrai que ce qu'il a vécu depuis qu'il est présent sur le territoire de la Guadeloupe l'a quand même énormément secoué. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il parte. En tout cas, c'est pas ma demande. C'est vraiment pas ma demande, c'est vraiment pas mon souhait. En termes d'effectifs, de personnel médical et paramédical, est-ce que vous êtes à flux tendu actuellement? Actuellement, non. On peut recruter des professionnels. C'est difficile. J'en parlais encore tout à l'heure lorsque j'étais sur le pôle femmes-enfants. C'est difficile de fidéliser les médecins, de créer des équipes et de les garder dans la durée. C'est difficile parce que les conditions de travail sont particulièrement difficiles. Et ça reste une difficulté. Il y a des équipes qui sont au complet, il y en a qui ne le sont pas. Et c'est vrai que lorsqu'une équipe se retrouve en sous-effectif, forcément, ça pèse sur le moral de l'équipe, mais ça pèse aussi sur la qualité du service que l'on peut rendre. Ça, c'est un enjeu essentiel. Il paraît, alors vous nous direz si c'est la réalité, que plus de la moitié des urgentistes adultes auraient démissionné, et ce depuis mai 2022. Est-ce une réalité? Alors je sais qu'il y a eu des démissions, parce que ça fait partie des services qui ont été particulièrement mis en difficulté. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une jeune chef de service qu'il nous appartient de soutenir parce qu'elle fait un travail extraordinaire auprès d'une équipe qui demande à être, encore une fois, soutenue. Et c'est important, nous, en tout cas, dans notre rôle. Alors, je ne mets pas forcément le directeur à part du président de CME. La gouvernance d'un établissement hospitalier et d'un CHU, c'est un ensemble de personnes. Le directeur général, le président de CME, la doyenne de la faculté, font partie de cette gouvernance. Et c'est ensemble qu'on réussira à relever les défis. Oh, paradoxalement, il paraît aussi que le CHU de Guadeloupe est le plus demandé par les étudiants en médecine. Donc, est-ce aussi est-ce de l'info, de l'intox? En tout cas, je sais que c'est un établissement qui... c'est une faculté qui, effectivement, est demandée, et le CHU est demandé, mais il nous faut... c'est la même chose pour les médecins que pour les infirmières ou les aides-soignantes. Il nous faut créer les conditions d'exercice.
et donner des conditions d'exercice sereines et apaisées. Je pense que tout le monde ne demande qu'à travailler, mais à travailler sereinement et dans des conditions normales. Avez-vous des consignes claires concernant la réintégration des soignants non vaccinés? Alors je vous répondrai la même chose que ce que j'ai dit aux représentants du personnel que j'ai rencontrés. Aujourd'hui, il y a des discussions en cours au niveau national. L'obligation vaccinale des professionnels de santé relève de la stratégie nationale de vaccination. À ce jour, elle est obligatoire. Il y a des discussions entre ministère d'Outre-mer, ministère de la Santé pour voir comment les textes pourraient évoluer. On va attendre que ce travail porte ses fruits. Vous avez rencontré les syndicats. Qu'en Oui. est-il ressorti? Eh bien, alors d'une part, j'ai rencontré les syndicats parce que j'avais besoin d'entendre leurs mots, MOTS, de comprendre comment eux vivaient les choses. C'est important pour moi. Ce qu'il en est ressorti, c'est que au moins on était d'accord sur cette première base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la réponse viendra du niveau national, parce qu'on est sur la base d'une évolution réglementaire qui peut être prise qu'au niveau national. Par contre, il y a un travail à faire au niveau local pour, dans le cadre d'un respect mutuel, développer le dialogue, encore une fois, dans le souci de fédérer les équipes. Pensez-vous pouvoir installer une relation apaisée avec les syndicats? Ben, écoutez, ça fait partie en tout cas de mes objectifs. Ouais. Alors, est-ce qu'il s'agit de répondre à toutes leurs attentes? Non, c'est bien évidemment pas. Non pas parce que je ne le souhaiterais pas ou parce que je voudrais pas leur faire plaisir. C'est que simplement, les représentants du personnel ont des objectifs qui sont les leurs, qui sont tout à fait respectables. Mais moi, je dois défendre les intérêts de l'institution. Et parfois, il peut y avoir une tension entre les attentes des uns et des autres. Vous savez, diriger un hôpital, c'est être capable de faire face à une tension entre trois choses. La qualité du soin, la qualité de vie au travail et l'efficience médico-économique, la performance. Si on ne tient pas ces trois éléments, qu'on donne tout à la qualité de vie au travail, ça se fait au détriment de la qualité du soin et au détriment de la performance. Un établissement qui n'est pas en capacité de payer ses fournisseurs, d'investir dans l'avenir en modernisant ses équipements, est un établissement qui progressivement s'appauvrit. Donc, on est obligé, nous, en tant que responsables institutionnels d'un établissement hospitalier, de tenir compte de cette tension qu'il y a entre ces trois objectifs qui peuvent être par moments contradictoires ou en tout cas créer des nécessités, des arbitrages. Qualité de vie au travail, c'est bien, c'est important, il faut y veiller. Qualité du soin, c'est essentiel parce que c'est ce qui garantit la confiance des patients et donc notre avenir. Et performance économique parce que celle-ci conditionne notre capacité à nous moderniser. Est-il possible de garder un équilibre entre les trois? C'est le travail difficile de tout directeur d'hôpital. Oui. Alors, au niveau du système de santé, vous avez parlé des Guadeloupéens aussi. Hein? Comment redonner confiance aux Guadeloupéens? Alors, est-ce une tâche plus que compliquée, impossible? Ou pensez-vous pouvoir y arriver? Alors, la confiance, on ne peut pas la décréter. C'est quelque chose qui se construit. Et elle va se construire dans le temps, par des réponses concrètes aux différentes situations auxquelles ils sont exposés de par leur santé, ou eux-mêmes, ou leurs parents, ou leurs proches. Cette confiance, elle va vraiment se construire dans la durée. Elle existe déjà vis-à-vis de certains médecins, vis-à-vis de certains services, vis-à-vis de certaines équipes, où la population sait qu'elle est prise en charge dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai qu'il y a pu y avoir, et c'est souvent les exemples qui ressortent, c'est oui, mais
tel proche a été pris en charge, mais finalement j'ai dû l'envoyer en métropole parce que ça ne correspondait pas aux besoins et puis le diagnostic a été différent, etc. Il y a toujours ces histoires-là. L'important, c'est que demain, la population ait effectivement confiance dans les soins qui sont donnés sur place par des équipes qui, encore une fois, je vous assure, n'ont pas à rougir du travail qui est fait. Franchement, elles n'ont pas à rougir. Par contre, les conditions dans lesquelles elles exercent sont effectivement à leur désavantage, parce que la première chose que voit un patient lorsqu'il arrive au CHU, c'est les conditions hôtelières. Et ça rejaillit sur la perception qu'on peut avoir. Alors, est-ce que vous êtes interrogé sur le fait de savoir, est-ce que la population ne faisait pas confiance à la bâtisse? Est-ce qu'elle ne fait pas confiance aux soignants? Alors, qu'est-ce qui prime dans tout cela? Écoutez, je vais vous apporter une réponse. Là, je suis en train de restructurer le directoire. Le directoire, c'est l'instance collective qui prend les décisions sur un établissement de santé. Dans ce directoire, j'ai aujourd'hui la possibilité d'accueillir un représentant des usagers. C'est ce que je vais faire. Parce que c'est important que les représentants des usagers soient au plus près de la décision qui est prise. De la même manière, je vais intégrer, on en a discuté pas plus tard qu'hier, avec le président de CME, un représentant des étudiants en médecine. Parce que c'est important que les représentants des étudiants puissent aussi faire valoir leurs paroles et nous dire ce qu'ils attendent. Et je pense que c'est comme ça qu'on va bâtir la confiance dont on a besoin sur le plan institutionnel. L'intégration dans le nouveau CHU est toujours courante 2024? Absolument. Il est prévu une livraison du bâtiment fin mars, début avril 2024. On a ensuite, on a bien 8 à 9 mois pour installer les équipements et en prendre pleinement possession. Et il est toujours prévu un accueil des premiers patients avant la fin de l'année 2024. Pour vous, quels sont les vrais enjeux de ce transfert? Qu'est-ce qui va être le plus compliqué? Le plus compliqué, ça va être l'appropriation par les équipes de ce nouvel outil de travail. Il faut un temps d'appropriation, il faut un accompagnement, parce que tout le monde se plaint aujourd'hui de Chauvel et du bâtiment dont on dispose. Mais au final, on a nos habitudes, chacun a ses habitudes. Là, on va découvrir un nouveau lieu. Alors, certes, plus fonctionnel, plus moderne, mais ça veut dire qu'il y a des habitudes que l'on avait et dont il faudra changer. Et ce travail-là, c'est un vrai travail d'appropriation de l'outil. Et c'est vraiment un accompagnement qui sera essentiel de faire sur les 2 ans qui viennent. Et 2 ans, ça va passer très très vite. En termes, quel sera le devenir des locaux de Palais Royal? Est-ce que vous allez garder ces locaux? Ça fait partie des discussions en cours, des réflexions. On en parlait encore cet après-midi. Je pense qu'il y aurait une utilité à garder ces locaux pour répondre à un certain nombre d'objectifs. Voilà, et puis nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point Covid? Là, en ce moment, sur la Guadeloupe, le Covid a plutôt tendance à baisser un petit peu. On accueille toujours des patients Covid aux urgences, dont on confirme le diagnostic Covid. On a quelques patients Covid en réanimation. Mais, encore? Oui, mais on est là avec un taux d'incidence qui diminue régulièrement sur la Guadeloupe. Ce qui n'est pas le cas de la métropole, puisque là, les taux d'incidence repartent à la hausse, sans doute liés à la rentrée scolaire. Et on attaque en métropole la 8e vague. La 8e vague, et pour nous... Pour l'instant, c'est plutôt calme. Donc, on va espérer qu'on soit moins concerné par cette 8e vague qu'on a pu l'être par la 4e. Voilà, donc merci d'être venu sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de nous revoir d'ici quelques temps, voir un petit peu
comment vous avez abordé les différentes problématiques du CHU de Guadeloupe. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Et quant à vous qui êtes à la maison, excellente fin de soirée à tous. Merci à vous.